Merci beaucoup. C'est un plaisir de revenir à l'Académie, mesdames et messieurs les académiciens et académiciennes. Donc, je vais faire un effort et parler en français. Donc je voudrais remercier bien sûr les organisateurs de ce colloque. Et je vais vous parler de CRISPR-Cas9 en commençant par une référence au séminaire qui a été donné en introduction dimanche, et pour souligner que CRISPR-Cas est vraiment un exemple d'un système qui regroupe différentes définitions, différents composants, que ce soit la génétique classique, moléculaire, génétique formelle des populations, si on considère les bactéries comme des populations, les gènes, le génie génétique, la génomique, le transfert horizontal de gènes, les îlots génétiques, le corps génome, le génome qui est dispensable, accessory elements, tout ce qui est opéron, DNA, ARN, l'ARN régulateur, les protéines et aussi les phages lysogéniques qui sont dans ce cas précis importants. Je veux passer assez rapidement sur cette diapositive, mais juste pour revisiter l'histoire en quelques éléments clés choisis, probablement des éléments historiques qui ne sont pas représentés dans cette diapositive. Donc vraiment les règles de la génétique fondamentale qui ont été établies au XIXe siècle avec Darwin, Mendel et Micher qui a isolé l'ADN en 1871. Ensuite, des études qui ont amené à comprendre l'information génétique avec en 1944 le DNA qui a été démontré être porteur de l'information génétique, en 1953 la structure de l'ADN et en 1966 le code génétique qui a été révélé et bien sûr la nécessité de comprendre ce code génétique et de comprendre la fonction des gènes. Et ce qui est important à souligner est que la recherche sur les bactéries et les virus ont permis d'identifier un certain nombre d'enzymes qui ont été très utiles dans la biologie moléculaire et qui ont vraiment boosté le champ de biologie moléculaire et de la génétique avec l'identification des enzymes de restriction, toutes les enzymes qui permettent de recombiner l'ADN, le séquençage de l'ADN et puis toutes les enzymes qui permettent d'amplifier l'ADN, donc les différentes polymérases. Et puis d'autres enzymes qui permettent de transcrire, etc. Ensuite, l'édition du gène avec deux types d'enzymes artificielles. Les enzymes, les nucléases à doigts de zinc et les talent nucléases qui ont été étudiés et utilisés comme outils dans la fin des années 60, dans les fins des années 90 et en ce qui concerne Talène en 2010. Ces nucléases fonctionnent bien, mais elles ont un mode un mécanisme qui ne leur a pas permis d'avoir un effet assez démocratique dans la communauté. Et c'est ce que CRISPR-Cas9 apporte, c'est un système qui est plus simple pour éditer les gènes, mais pas uniquement éditer les gènes, mais aussi leur expression. Alors brièvement, et je reviendrai sur l'historique du système, l'ADN ici est représenté en gris. Le système est un système à deux composants, avec un composant protéique, donc c'est l'enzyme Cas9 qui est représenté en bleu, et un composant ARN qui est dans la nature deux ARN, siRNA pour CRISPR-RNA et tracer-RNA. Et ces deux ARN fusionnés ensemble avec un linker et qui permettent de produire un ARN qui est un single RNA et qui peut être programmé en échangeant la partie verte de cet ARN de façon à ce que l'ARN puisse reconnaître de façon spécifique l'ADN que l'on veut cibler. Et l'enzyme utilise deux domaines pour cliver les deux brins d'ADN, donc c'est représenté par les deux ciseaux. Et il y a un autre critère qui est important, c'est le PAM pour Protospacer Adjacent Motif, qui est composé de NGG,
Donc c'est une restriction, mais dans le cadre du système de Streptococcus pyogenes, qui est le système qui est utilisé de façon mondiale. Donc ce système fonctionne vraiment avec d'abord la reconnaissance de ce motif NGG, donc qui doit être présent en aval de la séquence qui est reconnue par l'ARN qui est programmé. Et c'est une restriction où on trouve beaucoup de NGG dans le génome, donc c'est aussi la raison pour laquelle le système de Streptococcus pyogenes en l'occurrence, est assez populaire. Donc le système qui est utilisé, en effet, a son origine dans Streptococcus pyogenes. Et dans mon laboratoire, on est intéressé à comprendre différents mécanismes qui expliquent comment cette bactérie, qui est une bactérie pathogène pour l'être humain, cause des maladies, comment elle survit dans l'environnement et comment elle permet de s'adapter à son environnement. Mais les bactéries peuvent aussi être attaquées. Et bien sûr, nous avons un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre les bactéries pathogènes, mais les bactéries ont aussi des systèmes immunitaires qui leur permettent de se défendre contre leurs prédateurs, les éléments mobiles génétiques, que ce soit phages, plasmides ou transposons. Donc ça peut apporter des bons gènes pour la bactérie et apporter une différente fitness à la bactérie. Et là, il y a la représentation d'une bactérie qui est infectée par un phage avec l'ADN du phage qui est internalisé par la bactérie. Et dans ce cas-là, l'ADN peut se répliquer et produire les particules phagiques qui peuvent liser la cellule bactérienne et se propager pour tuer d'autres cellules bactériennes. Ou l'ADN phagique qui peut s'intégrer dans le génome de la bactérie en tant que prophage, et là on parle du cycle lysogénique avec des phages qui sont appelés des phages tempérés, et dans ce cas-là ils peuvent apporter des nouveaux gènes à la bactérie et des nouveaux traits. Dans le cas de Streptococcus pyogenes, ce sont des phages qui apportent des gènes qui codent pour des facteurs de virulence. Donc CRISPR-Cas est un système immunitaire adaptif qui est médié par l'ARN et qui existe chez les bactéries et les archées. Il n'est pas présent chez toutes les bactéries et chez les archées. On le retrouve dans à peu près 50 à 60% des bactéries et 90% des archées. CRISPR stands for Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats, and Cas for CRISPR Associated, pour ceux qui se demandent cette étrange nomenclature. Le système est composé de 3 étapes. Et avant de dire ça, je veux dire que bien sûr, il y a d'autres... C'est vraiment le premier et le seul système adaptif qui existe chez les prokaryotes. Il y a d'autres systèmes de défense qui existent chez les prokaryotes et qui sont considérés plus comme un système immunitaire humain. Et c'est par exemple les restrictions... le système de restriction-modification avec les enzymes de restriction. Alors, le système CRISPR est composé de 3 étapes. Une première étape de mémorisation avec l'acquisition d'une séquence de l'élément génétique mobile. Une étape d'expression des composants ARN et protéines. Et puis l'étape d'interférence où le système va reconnaître le phage lors d'une seconde infection. Donc le système est composé d'une série de gènes organisés en opérons, c'est le Cas-opéron, avec un promoteur qui n'est pas indiqué, qui est en amont de cet opéron et qui permet l'expression des gènes, et un so-called CRISPR array qui est composé de petites répétitions qui sont identiques les unes avec les autres, et elles sont représentées en noir, et elles sont interspécées par d'autres séquences qui sont assez petites, qui sont uniques dans le génome, et qui correspondent à des séquences de génétique éléments mobiles. Et cet array, ce CRISPR array est transcrit d'un promoteur qui est localisé en amont. Il y a une première étape de reconnaissance, alors ça c'est très simplifié. Il y a deux protéines CRISPR associées, Cas1 et Cas2, quelquefois associées à une troisième protéine qui reconnaissent l'ADN d'un phage qui va infecter la bactérie.
Et ces protéines vont reconnaître l'ADN phagique et vont découper l'ADN phagique et insérer une portion de l'ADN phagique au niveau du CRISPR-Array. Donc il va avoir une intégration de l'ADN phagique au niveau du CRISPR-Array dans le génome bactérien. Donc c'est une façon d'acquérir une sorte de mémorisation. Et ensuite, cet array de CRISPR qui a mémorisé différentes séquences de génétique éléments mobiles va être transcrit en une longue molécule d'ARN qui va être maturée en des ARN guides uniques qui contiennent chacun une portion très spécifique d'un élément génétique mobile. Et cet ARN guide va s'associer à un complexe de protéines CRISPR et va guider ce complexe à l'ADN phagique lorsque le phage infecte la bactérie une seconde fois, et il y aura reconnaissance de l'ADN phagique par une interaction entre la séquence mémorisée du guide ARN avec la séquence équivalente de l'ADN phagique, et une des protéines va cliver l'ADN phagique. Donc c'était un petit peu le dogma qui était postulé lorsque mon équipe a commencé à travailler sur CRISPR, l'idée qu'il y a un ARN guide qui s'associe à un complexe de protéines pour reconnaître l'ADN ou l'ARN phagique et le cliver. Alors maintenant, le système a largement évolué. C'est assez fascinant. Il y a une classification qui est donnée avec deux classes de systèmes CRISPR-Cas, classe 1 et classe 2. Et peut-être que vous pouvez voir que pour la classe 1 des systèmes CRISPR-Cas, au niveau de l'interférence, il y a beaucoup de gènes impliqués, et ce sont ces gènes qui codent pour des protéines qui forment un complexe, alors que pour la classe 2 de CRISPR-Cas, il n'y a qu'un seul gène, et c'est le cas de CRISPR-Cas9 qui a été le premier système minimal qui a été identifié. Les autres systèmes de classe 2 ont été identifiés uniquement récemment. Et c'est ce système CRISPR-Cas9 qui consiste en une protéine au lieu d'un complexe de protéines pour l'étape d'interférence. Maintenant, il y a une histoire qui est très longue à dire, mais je vais essayer de la faire très courte. L'histoire du système CRISPR-Cas a impliqué énormément de scientifiques. En 1987, un groupe japonais a identifié cette série de répétitions dans le génome de E. coli, sans savoir la fonction. Dans la fin des années 90, il a été démontré que ce CRISPR-Array était transcrit en différentes formes de molécules d'ARN de différentes tailles. Ensuite, dans les années 2000, au début 2000 et la moitié de 2000, différents bioinformaticiens ont vraiment démontré que ces répétitions avaient été interspacées par ces séquences d'origine génétique éléments mobiles, et que dans la proximité de ce CRISPR-Array, il y avait des gènes qui codaient pour des protéines qui avaient des fonctions très similaires à des protéines qui interagissent avec l'ADN et l'ARN. Donc l'idée que ça pourrait être un système adaptif, un système de défense adaptif qui serait médié par l'ARN. Et après cette prédiction, il y a un travail des groupes de Sylvain Moineau, Philippe Horvath et Barangou qui ont démontré en effet que ce système était un système adaptatif de défense dans une bactérie qui s'appelle Streptococcus thermophilus, et différents collègues, je n'ai pas le temps de les citer, qui ont commencé à comprendre le mécanisme du système au niveau du classe 1 et ont commencé à comprendre vraiment la subtilité de ce système immunitaire. Donc en revenant à CRISPR-Cas9, de Streptococcus pyogenes, le projet a commencé dans notre laboratoire parce que nous étions intéressés par les molécules d'ARN qui peuvent réguler l'expression des gènes. Et ces molécules d'ARN peuvent interagir avec le messenger RNA, peuvent aussi interagir directement avec les protéines et changer l'expression des ARN ou des protéines. Il y avait un lien manquant, c'était un ARN régulateur qui interagissait directement avec l'ADN et un ARN régulateur qui pourrait aussi réguler l'expression d'un autre ARN régulateur, et c'est ce que CRISPR-Cas9 apporte. Alors nous avons commencé par identifier cette molécule qui s'appelle tracer RNA en utilisant un screen bioinformatique,
Et nous avons démontré que le système type 2 est différent des autres systèmes dans le sens où il y a une deuxième molécule d'ARN impliquée. Et pour l'étape de maturation de l'ARN, il y a aussi un composant external au système qui est impliqué, étant donné que dans les autres systèmes, le système est self-sufficient, dans le sens où les protéines Cas s'occupent de toutes les différentes étapes du système immunitaire. Donc, dans le cas de CRISPR-Cas9, ce qu'on a démontré par des études poussées génétiques et biochimiques, c'est que cette molécule d'ARN, tracer RNA, peut s'apparier avec les répétitions du CRISPR-RNA pour former un duplex. Alors là, on le voit dans le bas de la diapositive, qui est stabilisé par la protéine Cas9 et qui peut être reconnu par une endoribonucléase qui est codée par les bactéries, qui est la molécule RNS3, qui va découper l'ARN de façon à avoir cette intermédiaire forme de CRISPR-RNA, toujours associée au tracer RNA. Et au bout du compte, il y aura vraiment une maturation complète du CRISPR-RNA, toujours associée au tracer RNA, et complexé avec l'enzyme Cas9. Alors, pour mon laboratoire, il était très clair que ce complexe serait vraiment le complexe d'interférence et que le tracer RNA n'était pas uniquement présent pour faciliter la maturation du CRISPR-RNA, mais serait partie intégrante du système. Et en effet, on a démontré que ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord reconnaissance de l'ADN par ce système. La protéine reconnaît d'abord ce protospéceur adjacent motif, donc il va chercher dans le génome pour trouver un motif NGG. Et ensuite, quand il y a une reconnaissance entre l'ARN et l'ADN, il y aura ce qu'on appelle R-loop formation. Et l'enzyme va cliver en utilisant deux motifs, ROOF-C et HNH, et cela va amener à des cassures double brin de l'ADN. Une simplification du système était de lier les deux molécules d'ARN ensemble et de pouvoir démontrer qu'en effet, aussi avec une simplification, le système fonctionnerait très bien. Et ce que le système fait, c'est exactement ce que font les zinc finger nucleases ou talon nucleases. Elles introduisent de façon programmée une cassure dans l'ADN et ensuite il y a des mécanismes qui existent dans la cellule comme des mécanismes de réparation, le non-homologous unjoining repair mechanisms, qui peut introduire des délétions dans les gènes plus ou moins importantes dépendant du design de ce système CRISPR-Cas9. Et si on introduit dans la cellule une séquence d'ADN avec des bouts d'homologie, on peut déclencher la modification, le remplacement d'une séquence par une séquence particulière par l'homology directed recombination. Donc nous avons compris les bases du mécanisme, en fait c'était suffisant pour vraiment pouvoir démontrer que ce système serait probablement vraiment utile pour les scientifiques qui sont toujours à la recherche d'outils plus précis et plus performants. Et en effet, très rapidement, différents scientifiques de différents domaines ont montré que ce système était très efficace pour le génie génétique dans différents cellules et organismes. Donc ça aide beaucoup la biologie organismale, si c'est un mot français. Et ça, bien sûr, ça aide aussi beaucoup l'étude des cellules humaines, puisque maintenant on a vraiment un outil qui permet de manipuler les gènes des cellules humaines et leur expression de façon plus adéquate. Donc tout le monde s'accorde à dire que les avantages, c'est que c'est une technologie qui est facile à utiliser, qui est très efficace, qui est peu coûteuse, qui est très versatile, qui permet du multiplexing dans le sens où on peut manipuler différents gènes en même temps. Et puis, il y a les problèmes de spécificité. Vous avez entendu ce matin, il y a aussi les problèmes de delivery, donc comment apporter cet outil à la cellule et à l'organe. Et ça, ce sont des challenges qui sont étudiés à l'heure actuelle, et le système est très peu toxique. Donc, très brièvement, on peut faire beaucoup de choses. On peut éliminer une séquence particulière, on peut insérer une séquence d'ADN ou remplacer une séquence d'ADN par une autre séquence d'ADN. On peut aussi faire des très larges délétions, on peut aussi activer l'expression des gènes, on peut inhiber l'expression des gènes, on peut aussi modifier l'ADN et étudier tout ce
qui est mécanisme d'épigénétique, et on peut aussi utiliser la technologie en marquant l'ADN, simplement en fusionnant la protéine qui serait mutée avec des deux domaines de nucléase avec un différent facteur effectrice, différents domaines effecteurs. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que nous avons retrouvé ce système dans plus de 350 espèces bactériennes différentes. Il y a une très large diversité déjà dans le système CRISPR-Cas9, le système 2. Dépendant des espèces bactériennes, les gènes Cas9 peuvent être plus ou moins grands. La séquence est très très variée. Il y a les domaines pour cliver l'ADN qui sont conservés, mais les séquences sont très variées. Il y a aussi une variation au niveau de la structure de l'ARN duplex et aussi une variation au niveau des PAM, de la séquence qui doit être localisée en aval de la séquence reconnue par le guide ARN. Et donc ça permet d'ouvrir un peu une boîte à outils, d'élargir la boîte à outils. Ceci dit, je voudrais dire que la nature est en fait ainsi. C'est peut-être la nature qui est qui a les outils d'améliorer l'ingénierie dans le sens où bien sûr il y a une volonté de trouver des protéines Cas9 qui sont petites. Et il y a beaucoup aussi d'ingénieurs qui essayent de manipuler le système. Mais en tout cas, dans la nature, ça offre déjà beaucoup de possibilités. Apparemment, tout le monde s'accorde à dire que le système de Streptococcus pyogenes est particulièrement efficace. D'autres systèmes qui ont été étudiés dans leur possibilité d'être utilisés comme technologie sont moins efficaces. Donc c'est aussi un peu la chance, quelquefois, de travailler sur la bonne espèce bactérienne. Maintenant, vous savez probablement les diverses applications en biologie et dans les sciences de la vie, en médecine humaine, en biologie synthétique, en agriculture. Je veux simplement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je veux simplement donner un autre exemple d'un système minimal de CRISPR-Cas sur lequel nous avons travaillé récemment. Et là, ce système a été étudié dans notre laboratoire dans une autre bactérie pathogène qui s'appelle Francisella novicida. Et là, c'est un système qui est encore plus minimal, dans le sens où la protéine CPF1, que vous voyez ici, est une enzyme qui est assez unique. Elle a deux domaines. Un domaine qui permet de s'occuper de la maturation du CRISPR-RNA. Donc, c'est vraiment un domaine de RNase et qui permet de cliver cette longue molécule d'ARN au niveau des répétitions et de générer ces guides ARN matures qui sont uniques. Et l'enzyme reste associée à cet ARN qu'elle a clivé et clive l'ADN en utilisant un domaine DNase. Et là, le clivage n'est pas un clivage blunt comme Cas9, mais c'est un clivage qui donne des overhangs. Donc c'est un différent type de clivage. Mais alors là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième ARN. Dans la nature, c'est vraiment une enzyme qui fait tout et qui a deux domaines de nucléase. Et on a trouvé que c'était assez intéressant parce que quand on a regardé la littérature, on a trouvé des enzymes qui existent, qui peuvent cliver l'ARN et l'ADN, mais en règle générale, il y a toujours une activité qui n'est pas spécifique, alors que là, ces deux activités sont vraiment spécifiques. Et je vais finir par dire qu'il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent sur les autres systèmes, et avec bien sûr aussi l'étape de mémorisation qui est très étudiée, avec alors là des mécanismes qui sont des mécanismes d'insertion d'ADN et aussi de recombinaison et qui peuvent donner bien sûr des protéines qui peuvent être utilisées en génie génétique. Brièvement, cette étude a été faite lors de mon passage en Autriche, en Suède et maintenant en Allemagne. Mon équipe pour Cas9 et CPF1, l'équipe maintenant est un peu plus grande, et mes collaborateurs, le groupe de Jörg Vogel, le groupe de Jennifer Derna, le groupe de Eugénie Kounin, et deux compagnies que je dois citer pour Conflict of Interest, et je vous remercie. Merci. Je pense que nous allons prendre une question
immédiatement, et après le deuxième exposé, nous aurons beaucoup plus de temps. Donc s'il y a une question pressante, posez-la tout de suite, sinon vous réfléchissez à ce que vous allez... Oui, Duško Erlić. On a commencé à en parler un peu. Ce qui m'intéresserait, oui, c'est de savoir, est-ce qu'on a su évaluer quel est le taux d'erreur que ce processus peut faire, dans le sens qu'il n'y a pas de processus biologiques qu'on connaisse qui ne font pas d'erreur, donc quel est le clivage, disons, non spécifique par rapport au spécifique? Oui, non, le système peut faire des erreurs. Et c'est un système bactérien qui est là pour se défendre contre l'attaque des phages. Donc dans la arms race, dans la guerre. Non, c'est plus comme outil pour les comme outil. modifications. Parce qu'en fait, dans la nature, c'est quand même important de souligner qu'il y a ce qu'on appelle, dans le mécanisme, il y a ce phénomène de seed sequence, c'est-à-dire que dans la séquence qui est reconnue, la séquence de l'ADN phagique qui est reconnue par l'ARN guide, il y a des erreurs possibles et néanmoins le système fonctionnera. Mais par contre, donc, il y a des mutations qui peuvent néanmoins accéder au système. Le système fonctionnera même s'il y a ces mutations. Si les mutations sont proches de la séquence PAM, là c'est très restrictif, le système ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui permet de définir ces définitions de off-target. C'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'on design l'ARN, il faut faire très attention. Et on sait que des non-appariements qui se situent au niveau distal de la PAM peut amener le système d'être fonctionnel. Et donc l'idée, c'est vraiment de designer de façon à ce qu'il n'y ait aucune séquence dans le génome qui pourrait avoir un mismatch à ce niveau-là. J'ai peut-être pas été très claire ou c'est... Très bien.